Bonjour, je m'appelle Dominique Bénard et je suis président de l'Association pour la promotion des approches coopératives. Je suis heureux d'avoir été invité à ce rendez-vous des partenaires Solidarité Jeunesse Handicap de l'UCPA, car j'ai beaucoup d'admiration pour le travail réalisé par l'UCPA afin de mettre la pratique sportive au service de l'émancipation des personnes. Voici les questions que je vous propose d'aborder. Faut-il continuer à opposer activité physique et intellectuelle? Dans nos projets organisationnels ou pédagogiques, faut-il se focaliser sur les points faibles ou s'appuyer sur les points forts? Comment le sport peut-il être un outil pédagogique pertinent au service des acteurs sociaux, caritatifs et de jeunesse? Nous vivons dans un pays riche d'une grande histoire et d'une grande culture, construite au fil des siècles par des personnages hors normes, comme Descartes par exemple, l'auteur du célèbre Discours de la méthode. En affirmant que l'homme peut s'appuyer sur la raison seule et n'a pas besoin des lumières de la foi pour accéder à la connaissance, Descartes a ouvert la voie à la pensée scientifique. Mais la pensée cartésienne est aussi à l'origine de trois concepts qui risquent de nous enfermer dans des impasses et de nous interdire en particulier de concevoir des programmes éducatifs pertinents et de développer des projets et des stratégies couronnées de succès. Ces trois impasses sont la dichotomie entre le corps et l'esprit, la pensée analytique au détriment de la pensée systémique et l'approche défectuologique. Le premier effet pervers, c'est le dualisme corps-esprit. Pour Descartes, le corps et l'esprit sont de nature radicalement différente. Le corps est matériel, il fonctionne comme une machine. L'esprit est immatériel, il n'est pas lié par les lois de la nature. Et bien évidemment, l'esprit est supérieur au corps. Il le contrôle par la glande pinéale. Cette dichotomie et cette hiérarchie entre le corps et l'esprit imprègnent aujourd'hui encore notre système d'enseignement. Les disciplines nobles sont les disciplines intellectuelles. Les disciplines corporelles ou artistiques, comme l'éducation physique, l'expression corporelle, la musique, le dessin, sont toujours considérées comme secondaires. Ce qui est d'ailleurs paradoxal, c'est que les professeurs d'éducation physique et sportive bénéficient d'une formation pédagogique bien supérieure à celle des professeurs des autres disciplines. Le grand philosophe Michel Serres, récemment disparu, s'était élevé contre cette conception du système d'enseignement français. Il proposait que les professeurs d'éducation physique et sportive soient systématiquement nommés professeurs principaux, parce qu'ils étaient en mesure de mieux cerner la personnalité et les capacités de chaque élève. Engagement, capacité à affronter les difficultés, maîtrise de soi, attention, jugement, etc. Il insistait sur le fait que l'apprentissage s'appuyait non seulement sur les fonctions intégratives du cerveau, mais aussi sur les fonctions corporelles comme les sensations, les émotions, les mouvements. Une neurophysiologue américaine, Carla Hannaford, a montré combien la séparation que nous établissons entre le corps et l'esprit est fausse. Elle affirme que les fonctions supérieures, comme l'apprentissage, la pensée, la créativité, ne sont pas créées par le cerveau seul, mais par le corps tout entier. Tout est ancré dans le corps, non seulement les sensations, les mouvements, les émotions, mais aussi les fonctions cérébrales intégratives.
Il faut considérer l'esprit, écrit-elle, comme distribué dans tout le corps et en interaction constante avec l'environnement par la sensation et l'action. Un autre chercheur américain, David Kolb, a montré que l'apprentissage est un phénomène actif qui fonctionne par une capture et une transformation de l'expérience, mettant en œuvre 4 phases. 1. Une expérience concrète à travers l'action, c'est-à-dire les sensations, les mouvements, qui permettent de réaliser et de capturer cette expérience. 2. L'observation réflexive, c'est-à-dire l'utilisation de la perception et du raisonnement et des émotions pour évaluer les résultats de l'expérience. 3. La construction de concepts à partir de cette évaluation, c'est-à-dire la capture de l'expérience pour construire des nouvelles formes d'action, de nouvelles méthodes susceptibles d'atteindre de meilleurs résultats. 4. La mise en œuvre de ces nouveaux concepts dans une expérimentation active où toutes les fonctions corporelles et les émotions seront utilisées en même temps que les différentes formes d'intelligence. Howard Gardner, un professeur de l'université d'Harvard, écrit en 1983 un livre, dont on peut traduire ainsi le titre, Les cadres de l'esprit, la théorie de l'intelligence multiple, dans lequel il critique les tests d'intelligence employés pour l'orientation scolaire des élèves et fondés essentiellement sur l'intelligence verbale et logique. Il montre qu'il existe bien d'autres formes d'intelligence qui ont un rôle essentiel dans la vie de l'enfant et dont on ne tient pas suffisamment compte. Howard Gardner distingue 9 formes d'intelligence. L'intelligence musicale, l'aptitude à percevoir et créer des rythmes et des mélodies. L'intelligence kinesthésique, la capacité d'utiliser le contrôle fin des mouvements du corps dans des activités physiques, le sport et l'expression corporelle. L'intelligence interpersonnelle, la capacité de comprendre les autres, de communiquer avec eux et d'anticiper l'apparition d'un comportement. L'intelligence linguistique, la capacité d'utiliser et de comprendre les mots et les nuances de sens. L'intelligence logico-mathématique, la capacité de manipuler les nombres et de résoudre des problèmes logiques. L'intelligence spatiale et visuelle, la capacité de trouver son chemin dans un environnement donné et d'établir des relations entre les objets dans l'espace. L'intelligence intrapersonnelle, la capacité de se former une représentation de soi précise et fidèle et de l'utiliser efficacement dans la vie. L'intelligence naturaliste, la capacité d'être sensible à ce qui est vivant et de comprendre l'environnement dans lequel l'homme évolue. On voit combien les fonctions corporelles, l'audition, la vue, le mouvement, les émotions interviennent autant que les capacités verbales et logiques pour construire ces diverses intelligences. Les ethnologues ont comparé les effets des méthodes d'éducation dites modernes avec des méthodes d'éducation des sociétés traditionnelles. Chez nous, les enfants sont enfermés dans un monde clos, l'école, pour apprendre de manière abstraite par une activité essentiellement mentale. Dans les sociétés traditionnelles, au contraire, les enfants apprennent en participant à toutes les activités de la communauté, à partir de l'expérience, de l'observation, des émotions, de l'action collaborative. Ils se montrent beaucoup plus attentifs et coopératifs que les enfants occidentaux, qui souffrent
en grand nombre du trouble de déficit de l'attention, une hyperactivité motrice et de l'impulsivité. Le deuxième effet pervers de l'influence de Descartes, c'est le choix de la pensée analytique au détriment de la pensée systémique. Pour bien penser face à un problème, dit Descartes, il faut le couper en petits morceaux et analyser chacune des parties en recherchant ce qui ne fonctionne pas. Il écrit « Diviser chacune des difficultés que j'examinerai en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. » On connaît la fable des aveugles qui tentent de découvrir ce qu'est un éléphant par l'exploration de chacune de ses parties. L'un explore la trompe de l'éléphant et trouve que l'animal ressemble à un serpent. Un autre tâte l'oreille et pense que l'éléphant est une sorte d'éventail. Un troisième compare la patte de l'éléphant à un tronc d'arbre, etc. Aucun ne parvient à percevoir l'ensemble du système vivant que constitue l'éléphant. Il faudrait qu'il soit capable de considérer non pas seulement les parties séparément, mais les interactions entre les parties. Edgar Morin a critiqué l'esprit analytique qui découpe la science en disciplines séparées, interdisant de percevoir l'ensemble du monde dans sa complexité. Il écrit « Toutes nos connaissances sont compartimentées, séparées les unes des autres, alors qu'elles devraient être liées. Le grand problème auquel je me suis attaqué, c'est donc celui de la compartimentation de nos savoirs. » Le modèle de l'iceberg illustre le phénomène. La pensée analytique pose la question « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle reste au niveau de l'événement, ne perçoit que les symptômes, la partie émergée de l'iceberg. On court d'un problème à l'autre pour éteindre les incendies. Peut-être parviendra-t-on tout au plus à poser la question « Qu'est-ce qui est en train de se passer ?» afin de repérer les tendances et d'être capable d'une certaine anticipation. La pensée systémique, au contraire, repère les systèmes qui sont à l'origine des événements et des tendances. Elle permet de découvrir les causes profondes, sous-jacentes, la partie immergée de l'iceberg, et d'agir sur elle. Le troisième effet pervers, c'est la tendance à ne retenir de l'observation que les problèmes et les défauts. L'approche analytique nous a formatés à l'étude des problèmes. Nous avons une vision orientée déficit. Il semble que ce soit une attitude bien française. Les sondages d'opinion montrent que nous avons une perception beaucoup plus pessimiste de l'avenir que nos voisins européens. Lorsqu'on étudie ce qui ne fonctionne pas, on construit une vision négative, on met les gens sur la défensive, on crispe le système et le progrès est bloqué. Un exemple de cette tendance peut être trouvé dans l'approche traditionnelle utilisée pour concevoir des projets de développement. Cette approche s'appuyait sur une analyse des problèmes et des besoins faite par un expert extérieur. Analphabétisme, chômage, production alimentaire insuffisante, problèmes de santé, etc.
Cette analyse déclenchait une spirale négative. La population était amenée à croire qu'elle accumulait tous les facteurs négatifs et qu'elle était absolument incapable de se transformer par elle-même. Le salut ne pouvait venir que de l'extérieur. Les acteurs locaux se démotivaient et adoptaient une attitude de dépendance. C'est pourquoi, dans la majorité des cas, malgré l'intensification de l'aide extérieure, les projets de développement échouaient. Désormais, on préconise l'approche ABCD, Asset Based Community Development, développement communautaire fondé sur les atouts ou les ressources. Au lieu de lister les problèmes de la communauté, on engage ses membres à identifier les ressources, les compétences dont ils disposent, et à s'engager à partir de là dans des actions de développement endogènes, autonomes. On responsabilise les membres de la communauté en les encourageant à identifier des objectifs d'amélioration de leurs conditions de vie et à conduire les actions nécessaires pour les atteindre, en s'appuyant d'abord sur les ressources et les compétences dont ils disposent. Ainsi, une dynamique de responsabilisation et de progression menant au succès est enclenchée. Une approche similaire est utilisée dans les entreprises et les organisations. On l'appelle l'investigation ou l'enquête appréciative. C'est un processus collaboratif en 4 temps qui engage toutes les parties prenantes. 1. On identifie le socle positif, les qualités et les forces de vie du système humain. 2. On bâtit une vision partagée du futur. Comment faire mieux dans l'avenir? 3. On co-construit un projet de changement. 4. On mène les actions nécessaires pour faire aboutir le changement visé. Une telle approche peut être utilisée aussi pour le développement personnel. On l'appelle pédagogie positive. C'est celle que préconisait par exemple Robert Baden-Powell, le fondateur du scoutisme. Ne vous attachez pas aux défauts des jeunes, disait-il, mais développez toutes leurs qualités et les défauts seront étouffés. En conclusion, quelques pistes de réflexion peuvent surgir. En évitant les 3 impasses que nous avons découvertes, nous pourrons lutter contre les préjugés qui séparent et hiérarchisent activité intellectuelle et activité physique. Comprendre que les activités physiques et sportives fournissent les compétences qui permettent d'apprendre à apprendre. Améliorer l'apprentissage sportif par l'utilisation systématique des méthodes expérientielles et coopératives et par la pédagogie positive. Aider des jeunes défavorisés à renforcer leur estime de soi et à acquérir des compétences pour la vie à travers les activités physiques et sportives. Initier à la pensée complexe, systémique, par la découverte des espaces naturels et des écosystèmes. Renforcer les capacités d'apprentissage par l'utilisation des intelligences multiples pour lutter contre l'échec scolaire. Utiliser l'investigation appréciative et la pensée systémique pour construire des programmes éducatifs et des projets associatifs novateurs. Qu'en pensez-vous? Le débat est ouvert.